parole. C'est vrai que des conférences Zoom, c'est pas évident. J'ai plutôt l'habitude, enfin on a tous l'habitude d'avoir des conférences classiques, mais on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est le Zoom. Il faut se plier à ce genre d'habitude. On en aura pour un certain temps des conférences de cette nature. Alors effectivement, le livre, je vais vous le montrer. Voilà, pour certains, c'est ça. Je Oui, pense que Lucien. vous le voyez là, vous voyez, donc 10 Oui, oui, je suis commandements, là. effectivement. Alors en fait, il faut que vous sachiez que ce livre est sorti il y a déjà 25 ans avec un autre titre. Et mon éditeur actuel l'a lu comme ça. Il m'a dit, Didier, il est fantastique ce livre, il faut que tu le republies chez moi. Je dis, il n'y a pas de problème, on va le republier. Donc on l'a publié, il est sorti au mois de septembre, il devait sortir au mois d'avril. Vous savez tous qu'avec ce Covid, les librairies fermées, tout ça, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais ce livre a la chance d'exister. Alors, 10 commandements, en fait, mon objectif, c'était de faire une suite à mon livre Les bûchers d'Isabelle la catholique, que certains d'entre vous ont peut-être parcouru ou même lu. Et la suite des bûchers d'Isabelle la catholique, puisqu'Isabelle la catholique a chassé nos ancêtres d'Espagne, la suite pour moi, c'était quoi? C'était effectivement partir, pour les miens tout au moins, partir dans ce Maghreb, qui était assez obscur à l'époque, bien sûr. Et donc, mon livre, c'est quelque part, comme je vous l'ai dit, la suite d'Isabelle la catholique, des bûchers d'Isabelle la catholique. Mon héros donc commence son parcours en 1493, il est resté un an en Espagne, et puis on va le voir évoluer sur 4 siècles. Avant de faire lire j'ai pris trois petits passages brefs du livre pour qu'il soit lu par certains d'entre vous, par 3 personnes de votre communauté, pour montrer, pour situer un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'ai fait ce livre. En fait, avant d'écrire ce livre, j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup et beaucoup. J'ai des tonnes de livres sur cette histoire ancienne, beaucoup la nôtre, mais pas que la nôtre, l'histoire des gens qui habitaient ces régions, c'est-à-dire soit des Berbères, soit des Arabes, soit des chrétiens, des Coptes. En particulier, dans le livre, il y a un passage où il y a des Coptes. Et donc, je me suis dit, j'avais un dilemme. Est-ce que je fais un livre d'histoire, encore un de plus? Il y a beaucoup de livres d'histoire, tous très bons. Ou bien, est-ce que je fais, certes, quand même de l'histoire pure et dure, c'est quand même ma tasse de thé, c'est ma marque de fabrique, l'histoire, puisque certains d'entre vous le savent ou ne le savent pas. Je suis maintenant président d'honneur, j'ai été président pendant 7 ans d'une association qui s'appelle Montréal, Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie. Et donc, nous avons d'ailleurs un site très, très, très riche. Vous faites montréal.fr, vous avez énormément de choses. Et l'association Montréal fait beaucoup de manifestations, on reçoit des témoignages, on a fait énormément d'événements. Bref, donc l'histoire, c'est pour moi. Enfin, j'aime ça. Alors, je me suis dit, soit je fais un livre d'histoire, soit non, je raconte parce que j'ai pensé que tout en étant très historique, j'ai pensé que ce serait bien, nous maintenant au XXe siècle, tout ça c'est il y a longtemps, ce serait bien d'essayer de montrer quel a été peut-être le vécu de nos ancêtres dans ces époques anciennes. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de persécutions, il y a eu quelques moments de joie, bien sûr, on va en parler avec le décret Crémieux, mais il y a eu beaucoup de moments de doute, de difficultés. Et donc, j'ai pris le parti pris, à travers un héros, toujours encore historiquement parlant, à travers un héros, de le faire parcourir ce Maghreb essentiellement, bien sûr, il y a d'autres pays un peu obscurs de l'époque, en montrant ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Et donc, c'est un roman historique, c'est plus historique de mon point de vue que roman, où on décrit, comme je l'ai dit, beaucoup de sensations de vécu de nos ancêtres. Je dis nos ancêtres, c'est les vôtres aussi. Ils se sont retrouvés dans cette région du monde. Et alors, j'avais plusieurs choix. Soit mon ancêtre, il commence bien sûr au XVe siècle, en 1493, je vous l'ai dit. Ensuite, je voulais qu'il remonte jusqu'en 1914, qui est la Première Guerre mondiale. Et soit c'était une saga familiale, donc, et puis j'ai eu une sorte de déclic un peu fou, en me disant, eh ben non,
mon héros va certes mourir, souvent dans des conditions tragiques, vous verrez. Vous entendez? Il va donc, Oui, mon très héros bien. va... Allô? Un ami, Je vous entends. celui qui m'a sauvé la vie, là. Bon, Un médecin. je continue à parler, mais si. Non, non, on vous entend correctement, ne vous autour de inquiétez pas, moi. j'ai Voilà. bloqué le son, c'est bon. Voilà, donc soit, donc je disais que mon héros, il va mourir à chaque fois, il va renaître dans un corps différent, il va remonter le temps comme ça, 1493, 1500, 1550, 1600, 1700, 1800, etc. Il va renaître donc dans un corps différent, il va renaître parfois chrétien, oui, vous entendez bien, parfois musulman, parfois juif, mais la mémoire de ses vies antérieures lui reviennent en mémoire, justement. Il se rappelle, à un moment donné, dans la deuxième vie, il va aider les inquisiteurs à chercher les juifs, il va se rappeler que la vie d'avant, il avait été juif. Et donc, ça va lui donner une certaine hauteur de vue, une certaine tolérance. Et à la fin, vous verrez, dans la 10e vie, c'est bien sûr à Alger, il va avoir une grande sagesse. Et il y avait, ça c'est le premier axe, donc ce personnage qui va mourir et qui va renaître, et il va vivre 10 vies, et effectivement, dans chaque vie, il ne va pas rester commandement. En fait, pourquoi? Dans la première vie, ouais, à l'intérieur, comme ça goûte. Parce que je ne peux pas les mettre dehors pour le moment. Dans la première vie, il va faire une faute, il va tuer son rival parce ils aiment la même femme, en plein désert, enfin il va le laisser mourir. Et là, l'Éternel le condamne à l'immortalité. Il lui dit, tu fais partie du peuple élu, tu as fauté, tu vas payer, tu vas être immortel. Et effectivement, il va dans chaque vie essayer de se racheter, mais ça ne marchera pas. Et j'ai vie, 10 histoires autour des 10 commandements, et 10 commandements, chaque fois un commandement différent, et 10 commandements bafoués. Parce que c'est vrai, les 10 commandements, à moi, comme à vous tous, ça a pétri ma jeunesse, quoi. Et vis-à-vis des autres nations, je vais parler avec un terme du 21e siècle, c'est notre marque de fabrique, c'est notre ADN, les 10 commandements. Ils ont permis de traverser les siècles, ils ont donné de l'espoir, des doutes, des haines, des massacres sur lesquels les nôtres ont été voués à ces massacres. Donc, j'ai voulu mettre ce livre autour de ces fameux 10 commandements. Mais, encore une fois, on va en parler un peu plus en détail, c'est un livre de... Alors donc, je vous l'ai dit, mon héros va vivre 10 vies. Je vais parler des 7 premières vies, là, assez rapidement. C'est la première partie de ce que nous allons faire. Ensuite, les 3 dernières vies, là, on va parler un peu plus en détail, parce que les 3 dernières vies se passent en Algérie, 8e vie, 10e vie, en Algérie. Pourquoi en Algérie? Parce qu'avec toute la conquête française, le décret Crémieux, ça s'arrête en 1914. Et la 3e partie sera après 1914 jusqu'à l'indépendance et le départ de l'Algérie pour nos ancêtres, pour la plupart d'entre eux, de la France. Alors, comme je vous l'ai dit, il va vivre 10 vies, 10 histoires différentes, chaque fois dans un pays un peu différent, plutôt une région un peu différente, avec les coutumes, les habitudes. Donc, dans la première vie, c'est 1493, je vous l'ai dit, il part du Maroc, il arrive donc sur les côtes entre l'Algérie et le Maroc, il va se retrouver au Maroc, et là, comme je vous l'ai dit, il va faire une faute, il va laisser mourir son rival en plein désert. Et là, vous verrez, il y a un sage qui s'appelle Archiès, que peu connaissent, et qui était un des compagnons du grand rab Ankawa. Et ce Archiès a été enterré d'ailleurs à Tlemcen, et il va suivre notre héros tout le long du livre, du ciel, etc. Et donc là, il y a un premier extrait qui serait bon de lire dans quelques secondes. Ce premier extrait montre justement pourquoi je voudrais qu'on le lise.
c'est quand mon héros arrive dans le Maghreb. Vous savez, il est jeune, il a 15 ans, et c'est pour montrer ses doutes, cette angoisse. Il n'y avait pas encore de violence réelle. Donc, si la première personne qui doit lire cet extrait veut bien le lire, ben, ce serait très bien. Ça, voilà. Oui, d'accord. Est-ce qu'on m'entend, Paul Elbaz? On m'entend? Oui, on vous entend. D'accord. Alors, Tlemcen 1543, cette nuit-là, Herchiès lui apparut en songe. Tu as tué Bouzi, tu as gravement enfoncé Dieu. La malédiction est sur toi. Tu vas être puni, tu mourras et tu renaîtras indéfiniment dans d'autres corps, mais toujours avec la même conscience, celle qui aura animé ta première vie jusqu'au jour où l'Éternel jugera que cette malédiction devra cesser. C'est Tlemcen, 1543. Alors, c'est pas ce que je vous avais demandé de lire. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Donc, on s'est mélangé les pinceaux, ça fait rien. Je voulais en fait qu'on lise le départ quand il arrive. Il est sur cette plage, il est perdu, il a 15 ans, il est accueilli il y a des Arabes qui sont là et il est bien accueilli. Et donc, c'est ça que j'avais comme extrait. Bon, ça fait rien, ça n'a pas d'importance. Bref, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il va venir après quand on va parler, je pense, de l'Algérie. Donc, dans ma première vie, c'est une cure à point. Donc, on le voit en 1493, entre l'Algérie et le Maroc. Il va essayer de retrouver une partie de sa famille, qu'il va retrouver d'ailleurs. Mais à la fin, il va mourir de manière assez brutale. Il va se retrouver à Tlemcen, où les Espagnols ont débarqué, tout ça c'est vrai, c'est en 1543, les Espagnols débarquent à Tlemcen, ils font un massacre terrible et ils ramènent en Espagne, ça on le sait mal, ils ramènent en Espagne un certain nombre de juifs qu'ils ont fait captifs et qu'ils ont obligés à se convertir. Et dans ma deuxième vie, on est en 1570, c'est le commandement « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui ne respectera pas », parce qu'il va essayer de se racheter dans cette deuxième vie. Il va essayer de faire plein de choses, du bien partout, puis ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alors il va à la fin du livre, il va maudire l'Éternel, il va lui dire « Je ne te reconnais pas, tu n'es pas mon Dieu ». Et là, il va lui arriver bien sûr une chose assez terrible. Et il va mourir aussi. C'est la deuxième vie. Et dans cette deuxième vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, il se retrouve, donc il est mort de la première vie, il se retrouve inquisiteur, il est chrétien. Vous savez, il s'appelle Jesus, il est chrétien, il va casser ses occupations, il aide un inquisiteur. Tout ça, c'est pas entièrement faux en plus. Il aide un inquisiteur qui est là, qui chasse les marranes. Et il ne sait pas tout de suite qu'il était, comment dirais-je, il ne sait pas tout de suite qu'il était juste dans une vie antérieure. Et tout d'un coup, au moment où il va pour dénoncer des marranes, la mémoire lui revient. Et tout d'un coup, il se rappelle qu'il avait été juif dans une vie antérieure. Et bien sûr, il va pas, comment dirais-je, dénoncer ces marranes. Au contraire, il va les prévenir, il va partir avec eux. Ils vont se sauver, ils vont aller en Afrique. Et là encore, toujours dans cette vie, je suis l'Éternel ton Dieu, on le voit arriver. Et là, il y a une histoire assez riche qu'on connaît mal. L'histoire, la mort des trois rois, parce qu'il y a eu un combat en 1575 au Maroc, où trois rois, le roi du Portugal, qui s'appelait, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus, un roi arabe et un autre roi arabe, trois rois qui meurent. Donc je décris bien dans le livre cet épisode guerrier qui est mal connu et qui a été important dans l'histoire. Ensuite, on va remonter comme ça. Je passe un peu là-dessus parce que le plus important, je vous l'ai dit déjà, c'est après, c'est là où je vais m'étaler. Dans la troisième vie, il ne va pas respecter le commandement « tu ne voleras point ». Il va voler. En fait, il est quoi? Il est corsaire à Alger. Et on est en 1596. 1596, au moment où Alger fait partie de la course. Et là, à Alger, la course, c'est-à-dire les Turcs, ils vont prendre des captifs chrétiens qui vont ramener à Alger pour les libérer contre rançon. Et on le voit, donc, Turc, notre héros, il va voler. Et là aussi, la mémoire lui reviendra. Là aussi, il va périr de manière tragique. On remonte comme ça. Dans la quatrième vie,
il va renaître noir. Noir, il va découvrir les falachas. Là, c'est une vie qui va parler beaucoup des falachas. On le voit, c'est la vie où il n'honorera pas son père et sa mère. On est en 1627. C'est vrai que c'est des moments difficiles, vous savez, parce que je voulais être dans l'histoire. C'est une histoire tellement lointaine où les nôtres ne sont que peu touchés, entre guillemets, et j'ai voulu quand même donner une impression de vrai et une impression d'intérêt. Donc j'ai cherché là où il pouvait y avoir un rapport avec les nôtres. J'en ai trouvé quand même, mais dans ces villes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ensuite, on remonte, on est en 1680, donc on est passé de 1492, 1592, 1680, presque 2 siècles. Hein. Et là, mon héros, il va être à Salonique, dans une communauté juive. Il va être juif. En fait, il ne va pas être juif, il va être femme juive. Et là, il y a un extrait que je vous ai donné, qu'il faut lire. Pour bien comprendre un petit peu, donc si vous avez ce deuxième extrait, vous pouvez le lire. Qu'est-ce qui est censé dire le deuxième extrait? Monsieur Bertin, Brigitte? C'est Brigitte? Lequel? C'était celui que je devais lire, était justement à propos de votre héros turc par rapport au commandement « Tu ne voleras point ». C'était l'extrait numéro 3. Ah, alors bon. Monsieur Bertin? Moi, j'ai le 5. Je me suis tout planté. Lucien, le 5. Est-ce que je lis le 3 parce qu'il est beau? Alors, moi, je peux le lire si vous voulez, le vôtre. Moi, s'il le faut, on est là pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, lisez le 3, allez-y, c'est pas grave. C'est quand il est corsaire à Alger, allez-y. C'est ça. Allez-y. El Jezira en 1016 de l'Hégire, 1596 de l'ère chrétienne. Une pluie diluvienne s'abattit au moment où la ligne de démarcation semblait franchie. Et l'océan, pour marquer son territoire, se mit en colère. Une colère que nul n'aurait pu imaginer. Une colère monstrueuse, inconnue en Méditerranée. Une colère divine, cambrant l'horizon comme l'échine d'un pur sang. Sur les flots déchaînés de l'océan, la baraka fut une coquille de noix à la merci d'éléments surnaturels. L'océan l'emporta. Le navire sombra corps et biens, et la tempête cessa aussitôt. Daoud, le Turc, cessa d'exister. Oui, bon, et ben voilà. Donc, dans la troisième vie, là où il était corsaire, il a fait le mal puisqu'il a volé. Même si la mémoire lui est revenue, il a volé. Il a continué à voler avec la mémoire qui lui est revenue de ses vies antérieures. Et donc la punition, parce qu'à chaque fois, il y a une punition terrible. La punition, là, sur le bateau, comment dirais-je, sur le bateau, le bateau coule et il meurt de cette vie-là. Et donc, il va renaître après, comme la quatrième vie, mais ce n'est pas de celle-là que je voulais parler. Ensuite, il va y avoir une autre vie, c'est à Salonique, où il va être une femme cette fois-ci. Alors, je sais plus quel genre d'extrait je vous ai donné, parce que j'ai pas. Vous m'avez donné le 5 en 1898. Alors, attendez, pas tout de suite. Tout à l'heure, celui-là. Alors, je continue donc pour les vies. Donc, il va se retrouver à Salonique. Là aussi, il va suivre le faux messie Sabbatisvi. Donc, il y a toute une histoire à ce moment-là sur le faux messie de Sabbatai, je ne sais pas comment on dit. Donc, je raconte toute cette histoire qui est assez riche, qui n'est pas très bien connue. Oui. Ensuite, il va remonter le temps. On va être en 1700. Et là, il sera à Alexandrie. Là, il va être copte chrétien. Il s'appelle Nessim. Là aussi, la mémoire lui reviendra de ses vies antérieures. Et là aussi, il va essayer d'être tolérant. Là aussi, il va essayer de faire le bien. Mais à un moment donné, ça peut être plus fort que lui. Il va faire une bêtise. Il ne va pas respecter le commandement qui est « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et là aussi, il va périr de manière difficile. Ensuite, on remonte le temps. On est en 1760. On est à Tunis. C'est une femme cette fois-ci, une musulmane. Elle s'appelle Kelila. Elle a une jumelle. Et là, elle trompe son mari. Et c'est le commandement « tu ne commettras point d'adultère ».
Là aussi, on voit toute l'histoire de la Tunisie dans comment dirais-je, dans ce XVIIIe siècle. On se rapproche presque de l'époque moderne. On est encore dans l'époque ancienne, très ancienne même. Et donc, on va le voir, on va la voir, aller sur la tombe d'un rabbin connu, célèbre, qui s'appelle le rabbin Fredji. Et ça, c'est la 7e vie. Et après, on a 8e, 9e, 10e vie. Ça, c'est autre chose. Vous parlez du Sidi Fredj-Halimi? Oui. Le rabbin en question, c'est Sidi Fredj-Halimi, oui. Parmi les... Oui. D'accord. Oui, oui. Mais je n'ai pas d'extrait là-dessus. Il aurait fallu lire le livre. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Et on arrive maintenant, donc ça, c'est la première partie du livre, on va dire, où il y a tous ces commandements qui ne sont pas respectés. Et j'ai voulu, 8e, 9e, 10e vie, j'ai voulu les consacrer à l'Algérie. C'est parce que je suis né là-bas, bien sûr, c'est évident. Et donc, dans ce livre, c'est toute la conquête de l'Algérie. Donc, on est en 1830. Et c'est vrai que peu savent que les conditions de dimitude des Juifs en Algérie étaient vraiment particulièrement difficiles. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines régions, où il y a certains moments où cette dimitude a été, comment dirais-je, ressentie de manière plus ou moins forte, suivant les sultans ou les dirigeants locaux, suivant les époques, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors pourquoi cette dimitude? En fait, cette dimitude, c'est l'application de la charte d'Omar. Omar, je crois que c'était le calife Omar, avait édicté 12 lois et des interdictions pour ceux qui n'étaient pas musulmans. En plus du fait qu'effectivement, ils devaient payer la dîme, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, sous peine de mort. Hein. Donc, interdiction de se moquer du Coran. Vous savez ce qui, même aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore appliqué. Si on se moque du prophète, comme vous avez vu. Interdiction de parler du prophète et de l'islam en termes insultants, sinon c'est la mort. Donc, ce malheureux Samuel Paty, là, qui a été tué, quand vous regardez les principes dictés par le calife Omar, celui qui a décapité le malheureux Samuel Paty a appliqué un des principes de la charte d'Omar. Je vous l'ai dit, je l'ai sous les yeux. Interdiction de parler en termes insultants du prophète et de l'islam. Peine de mort. Peine de mort. Et oui. Interdiction d'avoir des relations sexuelles avec une musulmane. Peine de mort. Interdiction de détourner un musulman de sa foi. Peine de mort. Interdiction de porter assistance à des non-musulmans en guerre contre les fidèles. Peine de mort. Interdiction de porter des armes. Peine de mort. Maintenant, il y a d'autres interdictions mineures. Ce n'est pas la peine de mort, c'est soit l'emprisonnement, soit c'est des coups de bâton. Et c'était fait, hein. C'était fait jusqu'en 1800. Hein. Obligation de payer l'impôt de soumission, tout ça on le sait. Obligation de porter un vêtement distinctif. Alors bien sûr, ça, je l'ai dit, ça n'a pas été appliqué de manière systématique tout le temps. Ça dépendait et un peu des endroits, et même dans ces endroits, ça dépendait du dirigeant local qui se trouvait là. Donc des fois, on peut avoir l'impression qu'à un moment où la communauté juive va bien s'en tirer, ça va bien se passer, mais il y a des moments où ça sera beaucoup plus compliqué. Ensuite, obligation de construire des lieux de culte ou d'habitation qui ne dépassent pas en hauteur ceux des voisins musulmans. Interdiction de se livrer à l'exercice de sa religion publiquement. Donc, dans des synagogues. Publiquement, eux, ils ont le droit de prier dans les rues, mais nous, on n'avait pas le droit de prier dans la rue. Ce n'est pas quelque chose qu'on faisait, de toute façon. Quoique, les proseuques, ça c'est au début de l'ère chrétienne, même avant, en Judée, j'ai lu qu'on pouvait se réunir et comment dirais-je, dans des endroits qui n'étaient pas forcément fermés. Bref, là, c'est interdit. Interdiction aussi d'enterrer ses morts en faisant des lamentations et des prières dans la rue. On n'a pas le droit de se lamenter trop ouvertement. Et interdiction de posséder
des montures nobles comme le cheval. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de monter à cheval. Alors, ces lois épouvantables, elles ont été appliquées de manière, comme je l'ai dit, assez stricte quand même. Et puis, il est arrivé au XIIe siècle, c'est l'époque des Almohades. Ça, c'était absolument épouvantable. Les Almohades ont donné le choix aux Juifs entre la conversion et la mort. C'était une tribu du sud marocain qui a fait des dégâts absolument épouvantables, surtout au Maroc, en Algérie, et ça a été moins fort en Tunisie, on va dire. Donc, quand les Almohades sont arrivés au pouvoir, c'est à ce moment-là que Maïmonide s'est retrouvé donc, dans ce Maroc. Avant d'aller en Égypte, il a été obligé de faire croire qu'il s'était converti. Il est parti et en Égypte, il a retrouvé donc son statut de médecin, rabbi, de sage. Mais donc, les Almohades ont été quelque chose d'absolument épouvantable. Et donc, si vous voulez, il y a eu beaucoup de choses terribles. Il y a même, j'ai retrouvé un texte, j'en ai parlé puisque j'ai donné quelques conférences, que ce soit au CRIF ou un peu partout d'ailleurs. J'ai trouvé un texte d'un dénommé William Schiller, qui était le consul général à Alger en 1830. 1830. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on va comprendre pourquoi les Juifs, tout d'un coup, quand la France est arrivée, c'était vraiment une bénédiction pour nos ancêtres. Alors voilà ce qu'il dit William Schiller, je vais vous le lire quand même, ça vaut la peine. Il écrit un livre, Les Esquisses d'Alger, en 1830. Voilà ce qu'il dit. Les Juifs ont à souffrir d'une affreuse oppression. Il leur est défendu d'opposer de la résistance quand ils sont maltraités par un musulman, quelle que soit la nature de la violence. Ils n'ont pas le droit de porter une arme quelconque, pas même de canne. Les mercredis et samedis seulement, ils peuvent sortir de la ville sans en demander la permission. Y a-t-il des travaux pénibles et inattendus à exécuter? C'est sur les Juifs qu'ils retombent. Dans l'été 1815, le pays fut couvert de troupes immenses de sauterelles qui détruisaient la verdure sur leur passage. C'est alors que plusieurs centaines de Juifs reçurent l'ordre de protéger contre elles les jardins du Pacha. Et nuit et jour, il leur fallut veiller et souffrir aussi longtemps que le pays eut à nourrir ses insectes. Plusieurs fois que les janissaires se sont révoltés, les Juifs ont été pillés indistinctement et ils sont toujours tourmentés par la crainte de voir se renouveler de pareilles scènes. Les enfants même les poursuivent dans les rues et le cours de leur vie n'est qu'un mélange affreux de bassesse, d'oppression et d'outrage. Je crois qu'aujourd'hui, les Juifs d'Alger sont peut-être les restes les plus malheureux d'Israël. Ça, ce n'est pas un Juif qui le dit, c'est le consul des États-Unis concernant les Juifs d'Alger en 1830. Parce que Alger en 1830, c'était pas, comment dirais-je, c'était pas les Arabes, c'était les Turcs qui gouvernaient, et les Turcs de manière implacable appliquaient donc ces lois épouvantables contre les nôtres. Donc les nôtres étaient dans la soumission totale. De temps en temps, il y avait la chance d'avoir un sultan, un dé, un pacha qui leur donnait un pouvoir local important. Et puis, quelques temps plus tard, il était décapité. Il y en avait plusieurs comme ça. Ça a été assez épouvantable. Donc, je vous ai situé le contexte de 1830, le contexte où la France va arriver. Le prétexte du débarquement français en 1830, c'est en fait le coup de l'éventail, soi-disant que Hussein le Dé d'Alger va donner un coup d'éventail je ne sais plus le nom du consul qui était venu, mais en fait la France, elle n'avait pas forcément l'intention de faire la conquête totale de l'Algérie, vous allez le voir, mais elle voulait donner une leçon à ces gens-là. Pourquoi? Parce que les corsaires, ça avait commencé, je vous l'ai dit tout à l'heure, au XVIe siècle. Les corsaires qui écumaient la Méditerranée prenaient des captifs chrétiens, et ça existait encore. Il y avait près de 30 000 captifs chrétiens à Alger à cette époque-là. Et donc, l'objectif, c'était surtout
d'arrêter, de cesser cette chose insupportable d'avoir ces captifs chrétiens dans la ville d'Alger. Donc, il prépare, il y a une expédition qui arrive à Alger. Ça va très vite. Ça va très vite puisque c'est le 14 juin que les Français débarquent à Staoueli. C'est là d'ailleurs où, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'opération Torche, je crois que c'est à Staoueli que les Américains ont débarqué aussi. Enfin bref, donc ils débarquent à Staoueli, pas loin d'Alger, et ça va très vite, très très vite. Il y a bien sûr 40 000 cavaliers arabes qui arrivent pour essayer de se battre. La bataille est rude, mais les musulmans sont défaits. Et c'est la capitulation le 5 juillet 1830. Vous vous rendez compte? 14 juin, 5 juillet, 3 semaines, fini. 3 ports sont pris, Alger, Oran, Bonn, et après, les Français sont pris à leur propre piège, ils ne savent pas quoi faire. Bon, les Juifs sont encore inexistants, ils sont là, passifs, ils demandent ce qui se passe, mais au début, d'accord? Alors, à ce moment-là, le général Bourmont, il va convoquer les dignitaires arabes, parce que lui, il est un peu paumé. Est-ce qu'il doit prendre toute l'Algérie? Est-ce qu'il doit prendre uniquement ces 3 villes côtières? Ça devrait lui suffire. Donc, il va convoquer les dignitaires arabes pour essayer de faire un pacte avec eux. Ça ne marche pas. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas. Donc, les Français sont pris au piège. Ils sont obligés de continuer. Eh bien, ils continuent la conquête. Mais de manière modérée, pas parce que c'est lourd quand même, c'est important. Et puis, 2 ans plus tard, en 1832, 2 ans plus tard, c'est ça, il y a un homme qui va se dégager de toute cette masse arabe, parce que les Arabes sont libérés du carcan turc. C'est ça que je ne vous ai pas assez précisé. C'était les Turcs qui étaient au pouvoir, avec bien sûr des auxiliaires arabes, mais c'était les Turcs. Et les Turcs, c'est fini, il n'y a plus de Turcs. Donc, j'aurais dû vous préciser, le général de Bourmont a essayé de s'entendre avec des dignitaires arabes en leur disant, voilà, vous êtes libérés des Turcs, donc on peut s'entendre, nous on garde quelques villes et le reste du pays est à vous. Et les Arabes ont dit non, nous on est libérés des Turcs, c'est pas pour nous mettre à la botte d'autres infidèles, parce que les chrétiens, bien sûr, c'était des infidèles. Donc, les Français ont cette politique un peu à des petits pas, et en 1832, il y a donc un homme qui fait l'unanimité sur son nom, c'est Abdelkader. Abdelkader va réunir toutes les tribus de la région. Les Français se disent, bon, après tout, pourquoi pas? Abdelkader, ça va être notre interlocuteur. Donc, ils vont voir Abdelkader, ils lui donnent Mascara à Abdelkader, et donc c'est parfait, ils sont très, très contents. Et à Mascara, il y avait beaucoup de Juifs, beaucoup de Juifs. Et puis, on est en 1932, hein, et 3 ans plus tard, en 1835, il va y avoir une escarmouche entre le général Clausel, je crois, et les troupes d'Abdelkader et Abdelkader. Et Abdelkader est défait, il est battu. Donc il est obligé de se sauver de Mascara, parce qu'il attendait les Français un peu en avant de Mascara. Vous allez voir, c'est important ce que je vais vous dire. Mais Abdelkader est défait, donc ses troupes sont obligées de se sauver. Et ce qui se passe, c'est que toutes les tribus arabes de la région, voyant que Mascara était ville ouverte, entre guillemets, voyant qu'Abdelkader avait été battu, se ruent sur Mascara. On est en 1835, c'est le 6 décembre 1835, se ruent sur Mascara, et il y a un massacre épouvantable. Et on va fêter dans 3 jours, à Montréal aussi d'ailleurs, le massacre des Juifs de Mascara. Écoutez ça, je vais vous le lire, je crois que ça vaut la peine parce que l'anniversaire c'est le 6 décembre. Le 6 décembre 1835 et là le 6 décembre 2020. On entendait les cris épouvantables des Juifs qu'on égorgeait.
Bouc émissaire de toujours, suspectés de sympathie avec les Français, ils furent massacrés en grand nombre. Leurs cadavres jonchaient les sols des maisons ou des rues. Les Arabes avaient tué aussi bien les femmes que les enfants ou les vieillards. Une fois leur travail terminé, ils quittèrent la ville en se repliant, non loin de là, tout près de Cacheroux. Donc il y a eu des massacres épouvantables. Quelques heures plus tard, vous avez Clausel qui arrive avec ses soldats. Il y a des survivants, il entend des gémissements, il entend des cris. Les survivants sortent, ils sont hébétés. Il y a eu je ne sais pas combien de centaines de morts. Ça, on ne le sait pas, on le sait mal. C'est une histoire terrible. Et Clausel n'avait pas l'intention de rester à Mascara. Il était venu pour... il avait battu Abdelkader, il devait retourner donc du côté d'Oran et de Mostaganem. Et donc, ils prennent 3 jours de repos, et au bout de 3 jours, ils repartent. Ils repartent, ils prennent les Juifs qui restaient avec eux. Il restait une centaine, non, plusieurs centaines de Juifs, pardon, parce que il y avait beaucoup de Juifs. Mascara, c'était la capitale d'Abdelkader. Ils repartent avec eux, et là aussi, je vais vous lire quelques lignes parce que c'est terrible. Il pleuvait, il neigeait, c'était au mois de décembre. Ils s'englagèrent sur le flanc d'un précipice. Rocailles, terrasses, broussailles, la nature se faisait sauvage, lugubre. La peur au ventre rendait la marche difficile. Cela dura une éternité. Le sommet fut atteint dans un silence terrifiant. Ils étaient épuisés. C'est en abordant la descente pierreuse et boisée qu'ils commencèrent à souffler. Pleins de compassion, écoutez ça, les cavaliers français mettaient les femmes et les enfants sur leurs chevaux. Les fantassins portaient les enfants sur leurs épaules. La colonne de réfugiés arriva le 11 décembre à Mostaganem. Vous comprenez très bien que, comment dirais-je, on est en 1835. On n'est pas encore dans le cœur du conflit algérien. On est au début de la conquête française. Déjà, les Juifs, qui ne sont pas encore français, les Juifs avaient été persécutés avant 1835. Avant 1830, je vous l'ai lu, il y avait les lois des Dhimmi qui étaient terribles. Et en 1835, parce qu'ils étaient suspectés de préférer les Français, parce qu'avec les Français, le côté Dhimmi, c'était fini, quoi. Parce qu'ils avaient préféré ça, ceux qui n'avaient pas la chance d'être dans les grandes villes, ceux qui n'avaient donc pas la chance d'être libérés, ceux qui étaient dans le territoire d'Abdelkader ont été massacrés. Donc, vous rentrez, on peut comprendre ce qui va se passer après Crémieux, on va en parler, mais je veux vous le situer parce que ça, on l'oublie. Et même quand on parle des accords, la repentance, tout ça, on oublie tout ça. On oublie que les nôtres ont souffert terriblement. Alors, il y a maintenant donc une guerre sainte totale avec Abdelkader et la France. Et Abdelkader avec sa fameuse Smala, parce qu'Abdelkader ne se déplaçait pas seul, il se déplaçait avec toutes ceux. Alors, une petite précision quand même, hein, dans le massacre des Juifs de Mascara, Abdelkader n'était pas du tout d'accord avec les troupes qui ont massacré les Juifs. Ça, il faut le savoir. Il faut être objectif, et on peut le dire, Abdelkader était fou furieux. Il n'était pas d'accord avec ce massacre. D'accord? Parce que j'ai des amis musulmans, il y en a beaucoup qui sont très bien, mais c'est vrai que parfois, dans un esprit, dans une époque que nous maîtrisons mal, qui est très, très ancienne, donc on est entraîné, on va tuer du juif à cette époque-là, mais lui n'a pas voulu. Donc ça, il faut le dire. Hein, il faut le dire. Il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Il n'a pas voulu. Mais il a quand même fait sa guerre sainte parce qu'il ne supportait pas que les Français soient là. Il voulait que les Français partent. Et effectivement, il s'est passé que les Français ont fait la guerre à Abdelkader. Mais ce qu'ils ont fait comme guerre, ils n'ont pas attaqué Abdelkader. Ils l'ont laissé faire. Ils ont brûlé les récoltes. Ils ont brûlé les villages qui lui étaient favorables. Ils ont fait la politique de la terre brûlée, il faut reconnaître. Et il y avait des colons, mais pas beaucoup de colons. La colonisation n'avait pas encore vraiment commencé à cette époque-là. La colonisation, elle a commencé après. Donc,
on est jusqu'en 1839, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je regarde. Je crois que c'est 1839. Et c'est à partir de 1839, 1840, que la colonisation commence. La vraie colonisation. Avec des Arabes qui sont défaits, avec des Arabes qui sont mal, avec... et là, on commence à accueillir non seulement des Français, mais des Italiens, des Espagnols, des Maltais, c'est l'Eldorado, c'est la terre promise, c'est plein de choses, plein de choses. Les Juifs sont libérés, oui, mais ils ne sont pas encore, comment dirais-je, ils ne sont pas encore, ils n'ont pas conscience que ce qui leur arrive, c'est du pain béni. Ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas conscience. Il va leur falloir attendre encore un peu de temps. Parce qu'effectivement, l'Algérie s'organise, ce n'est pas encore un département français. Elle est sous le territoire, sous le régime militaire. Et en 1865, vous avez Napoléon III qui arrive à Alger. Donc, Napoléon III va faire des fantasias, il adore les Arabes, adore. Et il y a une petite chose que je voudrais vous montrer, si je la retrouve, je l'avais mise, où est-ce qu'elle est? Attendez, pardon. Là, voilà. Donc, Napoléon III, en 1865, va aller à Médéa, il va aller dans d'autres villes, mais au mois de mai, je crois, il est à Médéa, ou avril, je ne sais plus, il est à Médéa, et il va inviter dans une grande soirée les dignitaires musulmans, chrétiens et juifs. Et parmi ces dignitaires juifs, il y avait mon arrière-grand-mère qui a été invitée par Napoléon III et qui lui a offert une timbale. Là voilà. C'est un objet qu'on se transmet dans ma famille. C'est moi qui en suis le dépositaire. Je ne sais pas si vous la voyez. Napoléon III a offert cette timbale. Et parce qu'elle était de Médéa, exactement. Et j'ai retrouvé tout ça d'ailleurs. Ensuite, Napoléon III s'en va en France, mais il était détesté. Il était détesté par les Français. Et il fait ce qu'on appelle le Senatus Consul de 1865, qui permet aux musulmans et aux juifs qui veulent nationalité française de l'avoir, à la condition, bien sûr, de la demander. Très peu de musulmans ont pris cette nationalité française, très peu de juifs l'ont pris aussi. Parce qu'il fallait, pour les musulmans surtout, ne plus se soumettre aux lois de la charia pour les lois civiles. Les lois religieuses, oui, mais les lois civiles, les mariages, tout ça, ça devait être l'État français. Donc très peu ont accepté. Et donc la colonisation se développe avec des terres qu'on donne aux colons. Et puis, il se passe, pour Napoléon III, la catastrophe de Sedan. Pour nous, c'est une bénédiction. Peu de monde peuvent comprendre à quel point pour nous c'est une bénédiction. Je vais vous dire pourquoi. En 1870, Napoléon III est défait à Sedan, défaite de Sedan. L'Empire est terminé. L'opposition prend le pouvoir. L'opposition de gauche. Gauche de l'époque avec des belles valeurs. Et qui était dans la gauche de l'époque? Crémieux, qui avait été député un an avant, en 1869. Député d'opposition. Crémieux, qui avait défendu des compatriotes juifs qui avaient été souvent dans des problèmes difficiles. Crémieux, qui avait été en 1840 à Damas avec Montefiore pour défendre la communauté juive qui était accusée, comme vous le savez peut-être, de crimes rituels. Crémieux qui était l'ami de Victor Hugo. Crémieux qui avait fait l'éloge funèbre de l'abbé Grégoire. Crémieux qui était aimé. C'est Crémieux
qui a fait ça. S'il n'y avait pas eu Crémieux, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de décret Crémieux, peut-être. Puisque peu de temps après, en quelques mois plus tard, on a essayé en France. Après, on va parler de l'Algérie. On a demandé d'abroger le décret Crémieux. En fait, ce qui s'est passé, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. L'Empire est mort. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive, c'est l'opposition. C'est, je vous l'ai dit, les républicains, plutôt de gauche, avec Crémieux. Et vous savez bien qu'on fait les réformes toujours quand on arrive au pouvoir dans les 3 premiers mois. Tac, 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 tac. Et on ne sait même pas ce qu'on fait. Ils ne savaient même pas. Donc, ils ont accepté. Après, ils ont réalisé, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, comme je vous l'ai dit, Crémieux a permis, et on le sait mal et pas assez, un homme-providence. Il y en a de temps en temps. Ben, nous, on a eu ce Crémieux qui nous a permis de devenir français en 1870. Parce qu'en 1870, donc là, quand ils arrivent au pouvoir, non seulement l'Algérie n'est plus sous le régime militaire, parce que jusque-là, elle était sous le régime militaire, ça devient 3 départements français. Mais en plus de ça, deviennent français, oui, les Juifs par ce décret Crémieux, sauf les Juifs du Grand Sud. Les Espagnols, les Italiens, tous ces gens-là deviennent français. Également, par ce décret Crémieux, ne concerne pas les musulmans. Par contre, le Senatus Consulte de 1865 est toujours là, c'est-à-dire les musulmans qui veulent devenir français individuellement ont le droit, et très peu prennent ce droit. On est donc en 1870. Les Juifs sont français. On a commencé déjà un petit peu un début d'émancipation, mais c'était qu'un début, d'accord, d'émancipation. Parce qu'on n'était pas encore français, on était des indigènes avant 1870. Putain, et tout d'un coup, pardonnez-moi, on devient français. Et en 1871, on en a bavé. On en a bavé le fait d'être français. Et ça commence où? En 1871. Il y a eu une grande révolte en Kabylie, et ailleurs d'ailleurs, mais surtout en Kabylie. Cette révolte, il faut le dire objectivement, elle n'est pas contre les Juifs. Enfin, elle n'est pas contre les Juifs, si. Mais disons que la cause de cette révolte, ce n'est pas les Juifs. La cause de cette révolte, c'est que les musulmans, voyant que la France a annexé complètement l'Algérie, deviennent fous furieux. Donc, comment dirais-je, ils se révoltent contre les chrétiens et ils se révoltent aussi contre les Juifs, puisqu'il y a des décret mieux. Mais c'est pas la cause, l'origine de la révolte, c'est pas contre les Juifs. Mais pourtant, on a mangé du Juif, puisque le chef de la révolte kabyle a dit cette phrase qui est devenue célèbre: je veux bien me mettre au-dessous d'un sabre, dût-il me trancher la tête, mais au-dessous d'un juif, jamais, jamais. Il a dit cette phrase parce que plusieurs personnes musulmanes que je connais, des amis, m'ont dit mais attention, les musulmans n'étaient pas anti-juifs, c'était pas contre le décret Crémieux, c'était contre la France qui avait annexé. Je veux bien, c'était pas contre le décret Crémieux, peut-être pour eux, ils raisonnent en personne du XXIe siècle, pour qui ça dérange qu'il y ait eu ça. Mais il y a eu ça, je suis désolé, même si les rapports avec les musulmans étaient semi-corrects, à cause du côté de dimitude, hein, ils étaient que semi-corrects. Donc là, on est en 1871. Et donc, c'est cette révolte de Kabylie dont je vous ai parlé. Et là, effectivement, comment vous dire, les Juifs commencent à s'émanciper tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ils prennent des prénoms français. On ne dit plus synagogue, on dit temple. On ne dit plus bar mitzvah, on dit communion. Comme si on voulait être plus français que les Français. Et il va se passer un phénomène terrible. En 1898, peu le savent, en 1898, il y a l'affaire Dreyfus en France. L'affaire Dreyfus a eu des répercussions, j'allais dire en Israël,
pardon, a eu des répercussions terribles en Algérie. La frère Dreyfus a provoqué une révolte des chrétiens cette fois-ci. En 1870-71, c'était les musulmans. Là, c'est les chrétiens qui se révoltent. C'était exactement le 22 janvier 1898. Il y a eu des manifestations terribles. Avant que Lucien lise justement le passage que je lui ai donné concernant ce massacre qui a eu à Alger, moi, ma grand-mère m'a raconté qu'elle faisait cuire des bassines d'eau chaude de peur que les juivades arrivent en bas de chez elle ou chez elle. Mon grand-père était avec son frère jumeau dans la Casbah, contre une rambarde. Il y avait un précipice de 50 mètres en dessous. Il y a un homme qui est arrivé avec un grand couteau pour les tuer. Et ils l'ont mis par-dessus la rambarde. C'était eux ou c'était lui. Ils ont eu peur, ils se sont sauvés. Ils ont été jusqu'à Castiglione, c'est là où moi je suis né. Donc je voudrais que Lucien puisse lire ces massacres de janvier 1898. Le samedi suivant, 22 janvier 1898, David se rendit à la synagogue. Il entendit quelques murmures réprobateurs sur son passage. Celui qui ouvrait son magasin le jour du Shabbat ne faisait pas l'unanimité. Mais il voulait parler avec les siens de la situation insurrectionnelle du pays. Les extrémistes, menés par Max Régis, parlaient de sécession et d'expulsion des Juifs. Devait-on prêter crédit à de telles menaces? Tout le monde était tendu. En quittant le temple, David se rendit au magasin. Conscient de l'absurdité de son geste, mais mu par un profond désir d'affirmation, il ouvrit grandes les portes. Il était seul, droit sur le seuil, les mains sur les hanches, fier, le front haut. Il entendit un grondement sourd, comme une vague déferlant irrésistiblement. La Ruderia de Tolède, pensa-t-il. Le bruit s'amplifia, plantant des banderies d'angoisse dans son ventre. Puis, les phrases scandées devinrent audibles. « À bas les Juifs, abrogeons le décret, Dreyfus, traître !» Une meute armée envahit les rues et fit la chasse aux Juifs. David vit accourir quelques corélégionnaires affolés. Il les poussa dans sa boutique et referma vivement les portes. Les bruits de pas se firent plus pressants. Les assaillants arrivaient, frappant de leurs bâtons les vitrines de commerce imprudemment exposées, brisant avec fracas tout ce qui pouvait l'être. Ce n'était que cris de haine. Calfeutré dans son local, David était calme. Il avait fauté en ouvrant le samedi et il savait que l'Éternel le punirait, comme il l'avait déjà fait dans ses vies précédentes. Il attendait la fin avec courage. Bien sûr, il ne serait pas le seul à payer, mais le Tout-Puissant s'était montré si injuste dans le passé que tout était possible. Autour de lui, les quelques malheureux qu'il avait sauvés priaient, paniquaient. Personne ne parlait. Une éternité sembla s'écouler. Puis les vociférations diminuèrent d'intensité pour n'être plus qu'un bruissement lointain. La troupe était passée et, au miracle, sans causer le moindre dégât dans le magasin. Les hommes se détendirent, certains se mirent même à rire nerveusement. « C'est fini, dit David, soulagé, tout en rouvrant la boutique. Il proposa à ses compagnons d'infortune, encore sous le choc, d'attendre que tout danger soit complètement écarté avant de repartir. L'attention de David fut alors attirée par des pleurs et des cris qui provenaient de la rue d'en haut. Là, il aperçut 5 garçons d'une quinzaine d'années qui s'acharnaient sur une jeune fille, déchirant ses vêtements et qui martyrisaient également un vieil homme à terre. Il s'en prenait aussi à 2 jeunes gens, des jumeaux, venus à la rescousse. Fou de rage, serrant les dents, David se jeta dans la bagarre avec une force qu'il ne connaissait pas. Il maîtrisa 2 des gardements et fit si peur aux autres qui détalèrent. Aucun regret, aucune excuse dans le regard des 2 voyous, seulement la déception que leur causait la fin du jeu et un dégoût infini pour le contact de la main d'un juif sur leur cou. De toute sa force, de toute sa haine pour la bêtise qui rend les gens mauvais, David leur asséna une paire de gifles retentissantes et les lâcha.
Les deux vauriens s'enfuirent sans demander leur reste. La jeune fille, secouée de sanglots, était penchée sur le vieil homme et lui essuyait le front. David aida celui-ci à se relever. La peur avait fait plus de mal que les coups. Éperdu de reconnaissance, le vieillard fixa sans amour son sauveur, qui lui désigna son magasin en le priant d'entrer. Je vous rejoins, je crois qu'il y a d'autres blessés plus loin. Effectivement, à quelques mètres de là, une personne gisait morte. Elle avait du tête frappée au visage, bousculée et piétinée. Il lui ferma les yeux au moment où les militaires pénétraient dans le quartier pour établir l'ordre. Mais il était trop tard. La juivade avait lieu. Le spectacle était terminé. Sans doute ailleurs y avait-il d'autres victimes, et tout cela parce que l'honneur de la France, semblait-il, avait été bafoué par Dreyfus, ce maudit capitaine juif. La haine assassine se contentait d'un maigre prétexte pour se déchaîner, et l'expérience des siècles n'avait rien amélioré. Cruderia de Tolède ou quartier juif d'Alger. David rentra au magasin, la mine défaite, en déclarant « Nous ne risquons plus rien, les soldats sont arrivés, mais il y a pas mal de dégâts, de blessés et de morts aussi. » Oui, tout ça, c'est vrai. Tout ça, ça a existé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs jours, dans toute l'Algérie, il y a eu des scènes comme ça. C'est vrai que le fameux J'accuse d'Émile Zola a provoqué en Algérie plus de dégâts qu'en France. C'est dingue, hein? Mais c'est vrai, c'est comme ça. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu un journal qui s'appelait L'Anti-Juif, avec des propos absolument hallucinants. Je vais vous en dire 2 ou 3. Nous arroserons de leur sang l'arbre de notre liberté. Il faut éliminer cette pourriture pour que notre patrie se glorifie. Il y a eu des propos terribles, comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que l'extrémisme a perduré, puisque aux élections d'après, Max Régis, ce fils d'immigrés italiens, est devenu maire d'Alger. C'était terrible. Pendant 4 ans, c'était une folie. Seulement, comment dirais-je, tout extrémiste a sa limite, et le peuple, à un moment donné, sait où est la raison. Et effectivement, aux élections de 1902, je crois, je ne sais plus de mémoire, aux élections de 1902, c'est les républicains qui l'emportent. Quelle merveille! Le premier antisémitisme, parce qu'il va y en avoir un deuxième avec la guerre de 1940, le premier antisémitisme est terminé. Les Juifs sont contents, les Juifs sont heureux. Et on va arriver dans peu de temps à la guerre de 14-18, bien sûr, vous en doutez bien. À la guerre de 14-18, les Juifs sont, comment dirais-je, sont mobilisés, ils vont sur le front, et donc ils payent d'un lourd tribut. Il y a 65 000 âmes juives de la communauté juive en Algérie à ce moment-là, et 13 000 vont sous les drapeaux, et 2 850 d'entre eux ont péri. Je voudrais vous raconter une petite anecdote ici. Quand j'étais président de Montréal, en 2015, on a voulu fêter le centenaire de la Première Guerre mondiale, hommage aux soldats juifs d'Algérie morts pour la France, avec un kaddish qu'on voulait faire, avec le grand rabbin de France, qui a eu lieu d'ailleurs. Et à cette époque, on ne pouvait pas citer les 2850 noms, et on a choisi 26 noms, 2 par lettre alphabétique. Et puis il y a un ami qui m'envoie, je ne savais pas, je n'avais pas fait attention, qui m'envoie, comment dirais-je, le monument aux morts d'Alger, juif, enfin qui était au cimetière de Saint-Eugène et à la grande synagogue d'Alger, avec le nom de tous les juifs morts pour la France. Et là, je vois qu'il y a 3 Neubot. Enfin, moi, c'est Neubot, en fait, l'origine, c'est Neubot. Je dis, tiens, je ne savais pas qu'il y avait 3 Neubot. Je demande à ma mère, mon père n'étant plus là, malheureusement, maman, est-ce que tu sais si c'est de notre famille, ces Neubot qui sont morts là, morts pour la France? Non, mon fils, je ne sais pas. Bon, le lendemain, vous entendez bien, le surlendemain, pardon, je reçois un coup de téléphone d'un tout petit cousin à moi, que je n'avais pas vu depuis 20 ans, qui savait pas, il savait même pas que je m'occupais de Montréal, il savait pas qu'on avait
en prévision une commémoration sur comment dirais-je, sur la Première Guerre mondiale. Il me dit, écoute Didier, j'étais dans ma cave et j'ai trié des affaires et j'ai trouvé plein de papiers bottes. C'est plus pour toi que pour moi parce que je sais que la mémoire c'est ton truc. Est-ce que tu veux que je les envoie? Je lui dis, envoie-moi. Il les envoie par la poste. Je ne savais pas ce que c'était. Il ne savait pas que je faisais une commémoration qu'on faisait à Montréal une commémoration sur la Première Guerre mondiale des Juifs. Il ne savait pas que ça me travaillait de savoir si ces 3 Neubottes qui étaient morts étaient de la famille à moi. Et qu'est-ce que je reçois? Je vais vous montrer, le livret de famille de mon arrière-grand-père avec un des 3 Neubottes morts pour la France, qui était le cousin germain de mon père. Comme si quelque part, je ne sais pas, parce que ça ne s'est pas produit 3 semaines avant, 3 semaines après. C'était dans l'époque où on préparait cette commémoration, dans l'époque où on préparait ce désir de faire ce Kaddish qu'on a fait. Et ce moment où j'étais interpellé, mon cerveau, par ces 3 Neubottes, je ne savais pas. Et tout d'un coup, c'est là, à ce moment-là, que ce petit cousin, que je ne connaissais pas plus que ça, qui ne savait pas ce que je faisais, m'envoie le certificat de décès de ce cousin dont on a cité le nom pour le Kaddish, bien entendu. Je voulais vous le dire parce que c'est beau. Est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Bref, pour revenir à notre histoire, la guerre 14-18 a été une guerre forte où nous sommes sortis plus que renforcés de tout ça. Et effectivement, nous avons commencé là à être de plus en plus des commerçants, des avocats, des médecins, des choses magnifiques, de plus en plus magnifiques. Et il est arrivé ce que vous connaissez tous. Mon livre s'arrête à la guerre de 14-18, j'ai oublié de vous dire. Le livre 10 commandements, qui parle de 4 siècles d'histoire juive, je vous le remontre là. Effectivement, mon livre, c'est de 1493, exactement à 1914. Et tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est marqué dans les moindres détails. Ben, vous avez lu, Lucien vous a lu donc une de ces pages. Donc tout est dans les moindres. Il est long le livre, 500 pages, je vous avoue. Mais je crois que ce sont on m'a dit, je pense que c'est pas faux, ce sont 500 pages assez fortes. Il s'arrête en 1914, mon livre. Mais l'histoire de l'Algérie ne s'arrête pas en 1914. Elle commence presque en 1914. Donc après, comme je vous l'ai dit, il y a eu un certain nombre d'années assez tranquilles, une sorte d'antisémitisme larvé quand même, chrétien, mais ça fait rien, on avançait notre chemin, on avançait dans cette liberté, on avançait de plus en plus. Et puis, il s'est passé, comment dirais-je quand même, en 1934, encore pour vous qui êtes de Constantine, Monsieur Malka, vous le savez très bien, en 1934, il y a eu un pogrom contre les Juifs de la part des musulmans. Alors bien sûr, quand je parle à des amis musulmans, ils minimisent, mais non, et pourtant, mais oui, je suis désolé. Même si j'ai beaucoup d'amis musulmans, que je m'entends bien avec eux, il y a eu des choses comme ça. Donc en 1934, paraît-il qu'un juif ivre, ils ont le droit d'être ivre, bon, il a été ivre, a uriné contre le mur de la mosquée. Il y a eu une rixe, et là, il y a eu donc des massacres épouvantables aussi, des Arabes contre les Juifs, 1934, et on le commémore relativement régulièrement, cette histoire de massacre. Ça, c'est 1934. Après, on va arriver, bien sûr, la guerre, où là, à nouveau, comme ça a failli l'être en 1898, mais que ça ne l'a pas été, ben là, par contre, le régime de Vichy, en 1940, il nous, comment dirais-je, il nous fait redevenir juifs indigènes, uniquement juifs indigènes. On perd notre statut de français, vous le savez tous. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai reçu moi, il y a une indemnisation par les Allemands
pour certains d'entre vous qui auraient, si certains d'entre vous sont nés entre 43, 42, 41, 38, 35 encore, vous pouvez faire une demande d'indemnisation auprès des Allemands pour dommages de guerre. Il y a des imprimés. Il y a déjà eu une première indemnisation il y a 2 ans, 1 an et demi, je ne sais plus. Et là, il y a une deuxième demande d'indemnisation possible encore. Bon, ça c'est la petite parenthèse. C'est une information qui n'est pas inintéressante pour vous, pour ceux d'entre vous qui êtes âgés, pour demander cette demande d'indemnisation, pourquoi pas. Ce n'est pas colossal, mais quand même, je crois que c'est 1000 ou 2000 euros, quelque chose comme ça, d'accord? Un complément de ce qui avait déjà été donné. Donc, 1940, on perd le statut de français. Et ce qu'on sait mal, c'est que l'opération Torche, en 1942, l'opération Torche, c'est quoi? L'opération Torche, c'est la France, pas la France, l'Amérique qui va débarquer en Algérie, le débarquement américain. C'est là où on a été quelque part tranquille, libéré. Deuxième miracle. Après le premier miracle, allô? Vous m'entendez? Après le premier miracle du mieux, il y a ce deuxième miracle du débarquement des Alliés à Alger. Et ce débarquement des Alliés à Alger n'a été possible que parce que la veille, ça avait été prévu quand même quelques mois en amont, que la veille, la résistance d'Alger a pris les points stratégiques d'Alger qui étaient donc occupés par les hommes de Vichy, pour que les troupes américaines puissent débarquer tranquillement à Taweli, là aussi. D'accord? Et qui est-ce, cette résistance qu'on appelle l'opération Torche? Il y avait à peu près 400 personnes. Au départ, il devait être 1500. Ils ont été arrivés que 400. Sur ces 400, il y avait 80% de juifs qui ont pris tous les points stratégiques d'Alger. C'est l'opération Torche. Mal connue là aussi. Donc là, français, bien sûr. Ensuite, il y a eu cette pré-guerre d'indépendance, des attentats meurtriers, cette folie terrible avec ce FLN qui ne comprenait pas que les Juifs ne restent pas. Il est bien gentil, mais comment vous voulez qu'on reste? Alors bien sûr, en plus, ceux qui hésitaient, je me rappelle très bien, j'étais là-bas, je me rappelle très bien. Il y avait l'OAS. Alors on était partagés. On était partagés entre le désir, comment vous expliquer, d'être avec l'OS, parce que nous, on était français, on ne pouvait pas rester là-bas, c'était terrible, on aurait eu peur. Donc, on était partagés entre le désir d'aider l'OAS et la possibilité de les aider. Pourquoi? Parce que dans l'OAS, il y avait beaucoup d'anciens pétainistes. Et on ne pouvait pas. On était en 62. La guerre était terminée que 20 ans plus tôt. Donc, ça a été très difficile pour nous. Et je me rappelle très bien, j'avais un ami qui me disait « Oui, on ne va pas partir, c'est pas possible, on est là depuis des siècles, on est là depuis avant les Français, tout ça. » Et comment dirais-je, le 10 décembre, c'est là, d'accord, c'est bientôt, le 10 décembre 1960, la grande synagogue d'Alger, il y a eu une manifestation arabe importante. Et la grande synagogue d'Alger a été brûlée, pillée, incendiée. Je vous invite à venir sur le site de Montréal pour voir les photos que nous sommes les seuls à voir, je crois, de cet événement terrible. Vous vous doutez bien qu'après ça, la plupart des Juifs sont partis, la plupart d'entre eux en France. Je voudrais, avant de terminer, juste vous parler de cette fameuse commémoration de l'exil des réfugiés juifs du monde arabe et de l'Iran, qui a été décrétée par l'État d'Israël depuis 2014. C'est bien. Quand? C'est le 30 novembre. Pourquoi le 30 novembre? Parce que le 29 novembre, c'est là, en 1947, c'est là où l'ONU, par sa résolution 181, a permis à l'État d'Israël d'exister. Et c'est là où elle a dit il y aura 2 États, un juif et un arabe, et les Arabes ont toujours refusé. En représailles de ça, vous le savez tous, près de 850 000 Juifs ont été expulsés ou spoliés ou discriminés des pays arabes, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran, non pas l'Iran, c'est pas un pays arabe, mais l'Iran a été rajouté bien sûr, le Liban, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, le Yémen et l'Algérie.
Et j'ai fait un petit texte qui est paru sur le CRIF, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, où j'explique que pour nous, juifs d'Algérie, on ne peut pas vraiment être considérés comme non et oui, comme étant des juifs expulsés des pays arabes, parce que l'Algérie, en 1962, n'était pas un pays arabe, c'était la France. Alors bien sûr, on va terminer par lui. S'il n'y avait pas eu Crémieux, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui serait passé. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. Si vous avez quelques... Ah oui, je voulais juste vous dire, j'ai écrit un livre qui s'appelle, et qui est sorti il y a 25 ans, je crois, qui s'appelle La Kaena, l'histoire de ces tribus judéo-berbères du 7e siècle, avec cette reine juive et berbère à la voix d'ailleurs. J'ai beaucoup de preuves de tout ça. Donc j'ai sorti ce livre il y a 25 ans. Il est épuisé, il est terriblement demandé, et mon éditeur a décidé de le ressortir au mois de mai. Donc au mois de mai prochain, Lucien, vous allez m'inviter encore. Voilà. Écoutez, monsieur Nebo, j'ai écouté avec plaisir votre conférence. Très intéressant, la vie de l'Algérie. Moi, je ne la connaissais que parce que mon père m'en racontait quand il a fait la Légion, donc c'est un peu vieux, hein, avant. Voilà, mais j'ai bien apprécié et je compte bien vous inviter pour la KNA. Merci beaucoup. Chers amis, j'étais heureux de votre présence. Gamzon vous remercie et on vous attend à la prochaine conférence. Je ne sais pas encore laquelle, mais elle va arriver. Merci beaucoup. Moi, je serais également intéressé par la KNA parce qu'on c'est un sujet qui est fascinant, qui est presque mystique en fait, entre ce qui est raconté et mystérieux, entre ce qui est raconté et ce qu'on en sait réellement. On sera ravis de vous réavoir pour ce sujet-là. Mais par contre, pour revenir sur les Juifs d'Algérie, vous avez beaucoup de documents et c'est intéressant. J'aimerais savoir, est-ce que, là je parle en tant que rabbin, là c'est des formations professionnelles, mais ça tombe bien. Est-ce que vous savez en France qui est l'organisation qui a le plus de documentation sur les Juifs d'Algérie? Je sais que les Tournelles, on avait pendant la signe les Tournelles avait un certain nombre de documents, mais plus tellement. Je sais que pour les Clemséniens à Paris ont leur propre communauté, mais en dehors de ça, est-ce que vous savez, lorsqu'on a des recherches à faire, par exemple, comme vous l'avez fait, vers qui il vaut mieux s'adresser? Alors, vous pouvez bien sûr continuer à vous adresser aux Tournelles, continuer à vous adresser, comment dirais-je, chez les Tlemcéniens, ou bien peut-être même à la synagogue des Algérois. Mais je pense que vous trouverez plus de choses à l'Alliance israélite universelle de la rue Michel-Ange. Oui. Rue Michel-Ange. Et vous pouvez aller sur le site de Montréal. On n'a pas tout, mais vous pouvez aller sur le site de Montréal. Il y a pas mal de choses. Mais en ce qui concerne les livres éventuels à voir, oui, allez voir à l'Alliance israélite universelle avec monsieur Jean-Claude Kupermink, qui est le conservateur, en fait, celui qui s'occupe de la bibliothèque, et peut-être aussi, mais moins, hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Mais je pense plutôt à l'Alliance. D'accord, mais par exemple au niveau de l'état civil ou même plutôt par exemple des actes de mariage ou des choses qui concernent la communauté elle-même, pas forcément l'acte civil, vu que ça c'est plus facile, mais ce qui concerne la communauté elle-même, là vous me dites que les archives se trouveraient peut-être du côté de... il faut voir avec le consistoire aussi. Le consistoire. Ah oui, le consistoire. Vous voyez, auprès du consistoire, auprès des services de M. Mergui, Joël Mergui. Oui, auprès de Philippe Landau, mais ils ont plus grand-chose. Je sais que c'est beaucoup, les Tournelles en font beaucoup. Le service du personnel, c'est du personnel également. En tout cas, pour revenir sur la conférence, c'était fascinant d'une part de passer de tranches de périodes de l'histoire à d'autres périodes de l'histoire, en passant également par le côté romanesque qui est utilisé pour faire vivre ces personnages, ce même personnage qui se réincarne quasiment à l'infini, enfin qui se réincarne de génération en génération. Vous avez devant vous ce qui est assez amusant ce soir, parmi les personnes qui ont participé, vous avez des personnes qui sont d'Angleterre et d'Israël,
d'un peu partout dans le monde. Et vous avez des personnes également qui vous connaissent de jadis. On a notamment le Rav Yehuda Biti, qui nous regarde actuellement, et qui lui habite en Israël. Et dont vous étiez, il me semble, le dentiste lorsque vous étiez. Oui, oui, j'étais stomato, pas dentiste. Ah, stomato, voilà. Mais là, votre micro est coupé, Rav Biti, hein. On ne risque pas de vous entendre. Non, non, moi je. Non, Rav Biti, votre micro est coupé. Et on sait que vous avez l'intention de parler, mais on vous entend. Bonsoir, docteur Nevo. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes connus au cabinet médical 43 boulevard Malesherbes. Je me rappelle, très bien. J'étais enfant, j'avais moins de 10 ans. Ah, c'est le fils de la gynéco, oui. Ah, de mon la Dieu. gynéco. Oui, oui. Mon Dieu, oui, oui. Je me rappelle très bien, très, très bien. Ah, d'accord. J'ai vu là tout à l'heure un visage avec Bitty. Et je me suis dit, mon Dieu, que cette personne ressemble à votre mère, justement. Même visage, à peu près. Je lui transmettrai, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est bien, on crée des ponts entre les conférenciers, c'est bien. Entre les conférenciers. Monsieur le Rav Biti nous avait fait une conférence également récemment. Il était venu aussi à Lyon. Bon, on espère que bientôt on pourra vous voir tous les deux à la synagogue. Si certains d'entre vous ont des questions sur les Juifs d'Algérie, sur le roman, sur la démarche qui a été à l'origine du roman, etc., n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. C'est une conférence qui était fascinante. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre des conférences aussi documentées et dans ce style-là, c'est-à-dire sous forme de roman historique. Donc c'est original et c'est ce qui rend tout à fait intéressant. Et donc la parole est à vous, chers amis. Derrière vos écrans, il est temps de vous manifester. Ou pas d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Oui, pour qu'on peut parler, il faut activer le micro, ça c'est sûr. Oui. Ah oui, c'est mieux. Là, comme ça, c'est mieux. Voilà, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend, c'est bon. Voilà, je voulais demander au docteur Nevo si quelles sont les sources pour écrire votre roman. Enfin, vous êtes un peu comme le Barbara Tuchman du roman historique. C'est basé sur des faits, sur des sources, ou disons toute la période de 1400, etc., jusqu'à Napoléon III. Aviez-vous des documents sur lesquels vous vous êtes basé? Vous savez, ces sources-là sont relativement faciles à trouver. Et j'ai lu, je n'ai pas les livres ici en tête, ça n'a pas été très compliqué. Soit il y a des, comment dirais-je, dans la période récente, soit c'est mon expérience personnelle, puisque j'ai vécu là-bas, je suis né là-bas quand même, mais pour l'époque 1830, 1850, 1860, c'est assez facile, il y a énormément de sources. Par contre, je vais vous... Pardon. Par contre, où là, ça a été plus compliqué, on va parler 30 secondes de la Kaina. C'est pour la Kaina, vous voyez, j'ai écrit deux livres. J'ai écrit un qui s'appelle la Kaina, un autre qui s'appelle l'Afrique judéo-berbère des origines aux Almohades. Et là, effectivement, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est plus complexe pour la Kaina. Il a fallu que j'aille, même pour 10 commandements, hein, mais surtout pour la Kaina, il a fallu que j'aille à la Bibliothèque nationale, l'Alliance israélite universelle. Quand j'ai fait toutes mes recherches, il n'y avait pas Internet. Et même sur Internet, vous ne trouvez pas, comment dirais-je, à quelques exceptions près, des fois vous avez des livres qui sont entièrement reproduits, c'est vrai, mais pas beaucoup. Donc vous ne pouvez pas les avoir, ces documents. Il faut vraiment que vous alliez à la bibliothèque. Moi, mes sources, ça a été à l'Alliance israélite universelle, à la Bibliothèque nationale, et même à l'Institut du monde arabe. Non, pardon, excusez-moi. À l'Institut, il n'existait pas à l'époque. C'était à l'Institut, je ne sais plus lequel. Pardonnez-moi, je commence à être fatigué. Oui, mais je comprends. Mais je donc, effectivement, les sources sont très, très riches. Je n'ai pas pensé mettre les sources sur l'Algérie parce qu'elles sont faciles. Quoi. C'est tout ça, c'est des choses connues qui se savent. Mais pour aller dans les détails, par contre, pour la guerre d'Algérie, c'est facile. Il y a beaucoup de livres. Oui, bien sûr, il y a les sources gouvernementales.
Voilà, absolument. Ouais, C'est ça. mais je vous parle de la période de 1500, même de l'époque de Louis XIV, parce qu'il y a eu un débarquement avorté à Djidjeli, par exemple, en Alors, Algérie, par Louis XIV, qui a été avorté. Et il y a donc, on une, peut trouver ces sources je sais pas si c'est, il y a eu, aux archives nationales oui, oui, c'est ça, de c'est Paris. là-bas, absolument, c'est là-bas. Moi, c'est là-bas que j'ai été. J'ai passé des journées entières, je vous le dis, à la Bibliothèque nationale. J'avais ma carte de lecteur, ou bien à l'Alliance israélite universelle. C'est là-bas que j'allais. Je cherchais et je trouvais des documents magnifiques, remarquables, qui m'ont permis d'étayer tout ça. C'est vrai que, parce que les sources rabbiniques, tout ça, il y en a quelques-unes, mais elles sont pas très fouillées. Elles ne privilégient pas tellement le côté historique. Et sont-elles fiables? Si, mais elles ne privilégient pas le roman historique, le côté historique des choses. Elles privilégient, si vous voulez, comment dirais-je, la situation, l'état d'âme de l'individu, le fait de croire, ou des responsables aussi. Il y a des responsables par exemple, quand il y a, oui, quand par exemple on apprend que dans la ville, c'est dans ce livre-là, dans la ville d'Ouéa, c'est-à-dire c'est le, je ne sais plus quelle ville de Tunisie c'est, on apprend parce que c'est Saint-Augustin qui demande à un rabbin local l'interprétation de telle phrase. Et c'est là qu'on comprend que dans cette ville, il y avait des juifs. Donc, si oui, c'est à Bonn, Hippone, c'est-à-dire Saint-Augustin était l'archevêque d'Hippone. Oui, à Hippone, absolument. Oui, Hippone, c'est Bonn. Aujourd'hui, c'est Bonn. Du temps des Français, c'est Annaba. Aujourd'hui, absolument. Il me reste plus qu'à vous remercier, Monsieur Neveu, de votre gentillesse et votre coopération. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Elbaz, vous aviez une question. Excusez-moi. Je voulais vous poser une question. J'aurais voulu que vous parliez un peu des Juifs du Mzab. Parce que oui, bien pendant sûr. la guerre. Alors, les Juifs du Mzab, effectivement, vous avez raison. On va en parler. On va terminer par ça. Tiens, c'est très bien. Les Juifs du Mzab n'ont pas été français tout de suite. Les Juifs du Mzab, je pense, moi, à travers 1000 lectures que j'ai faites là, alors ça, c'est des textes que j'ai eus, des textes du 9e siècle, du 10e siècle, du 11e siècle, vous entendez bien. Les Juifs du Mzab, ce sont des Juifs qui venaient de Cyrénaïque, de Libye. Parce que en Cyrénaïque, en Libye, il y avait beaucoup de Juifs. En fait, quand Alexandre le Grand a fait sa conquête, il a eu deux généraux qui s'appelaient Ptolémée et Séleucide. Et donc, il y a la dynastie des Ptolémées. Les Ptolémées ont déporté 100 000 Juifs de Jérusalem vers l'Égypte et vers la Cyrénaïque. Et ils sont devenus des auxiliaires dans un second temps, ces Juifs, des Ptolémées, et ils ont, comment dirais-je, fait avec eux de belles choses. Ils sont devenus très, très importants. Et en 90, les Grecs ont laissé la Cyrénaïque aux Romains. Et à partir de là, ça a été terrible. En 115, les Juifs se sont révoltés. Ils étaient très, très nombreux. C'est l'objet du livre qui va sortir au mois de mai. Ils étaient très nombreux. Ils ont pris le pouvoir pendant 3 ans, jusqu'en Égypte. Ça, on le sait mal. Les Romains ont contre-attaqué et ils ont chassé toutes ces tribus dans les déserts, donc en dehors des limes romains. Et c'est comme ça que dans le Mzab, vous avez eu d'Égypte qui sont effectivement originaires de Cyrénaïque. Ouais. Magnifique. Une histoire très peu connue. Il y avait même un deuxième temple à Léontopolis. Quand Onias III, le grand prêtre, en moins, je ne sais plus combien, a été assassiné, il y a eu une révolte en Judée. À la suite de cette révolte, les Grecs de Judée, c'est-à-dire les Séleucides, ont interdit la religion juive. Ça a provoqué après l'arrivée, comme vous le savez tous, des Maccabées, de Judas Maccabée entre autres. Et le fils d'Onias III, Onias IV,
s'est réfugié, lui, en Égypte, qui étaient les Ptolémées, alors qu'en Judée, c'était les Séleucides, les Grecs Séleucides, et les Ptolémées étaient très favorables aux Juifs. Ils lui ont permis, à Onias IV, le fils d'Onias III, le grand prêtre qui avait été assassiné, de construire un temple à Léontopolis, du côté d'Alexandrie. Et c'est là que se sont formés tous ces gens dont je vous parle, et qui se sont retrouvés après en Cyrénaïque, c'est-à-dire en Libye, et après qui ont fui dans les déserts. Voilà les gens du Mzab. Oui, parce que... Alors pour l'histoire, mon père était originaire du Mzab et ma mère de Gardaïa, et ma mère était du département d'Alger. Ce qui fait que pendant la guerre, mon père était considéré comme indigène et ma mère comme ex-française, puisque avec ex-française pour le décret Crémieux, et mon père aurait moins était beaucoup plus à l'abri avec sa nationalité indigène que ma mère dont on avait refusé la nationalité française, justement. Il a eu quelques petits avantages, justement, parce qu'il n'était pas... Et puis, je voulais vous demander, qu'est devenu Max Régis? Je crois qu'il a eu une fin tragique. Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, j'avais mis une photo. Oui, oui, il a eu une fin tragique. Il a été condamné, il a été en prison, absolument. Ah bon. Ah oui, oui. Vous n'avez pas parlé de, monsieur Dr Nevo, vous n'avez pas parlé de Drummond, qui était avec, oui, qui était sénateur avec Régis. Absolument, vous avez raison. On ne va pas reprendre le débat, mais enfin, c'était une précision. Aussi, oui, il y avait Drummond qui était aussi... avec sa frange juive. Ah oui, oui, c'était exactement. Ouais. Et je voulais parler d'une question personnelle. Est-ce que vous n'avez pas fait une année à Lyon, une année de médecine à Lyon? Non. Non. Vous n'avez jamais... Non. Non, jamais. Mais alors, il y a une chose que je ne comprends pas, il me semble vous connaître sans vous connaître. Je vous avais dit une fois que nous étions au Talmud Torah ensemble. Je ne sais pas si non, vous ne me reconnaissez pas parce que... Non. Je ne sais pas. Vous me dites à Lyon, non, j'ai pas fait de... Non, moi j'ai, écoutez, d'Algérie, on est passé directement à Marseille pendant 1 an, en 62, et en 63, nous sommes montés sur Paris. Directement. Et depuis directement, et depuis j'ai vous pas bougé. Vous n'avez pas connu Léon, comme ça, Léon David, ça vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. Non, d'accord. De toute façon, monsieur Elbaz, impossible d'oublier un visage comme le vôtre. Non, c'est peu probable. Comment? Impossible d'oublier un visage comme le vôtre, monsieur Elbaz. Donc, merci. En bien. Bon, bien. C'était très bien. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Neveau. Monsieur Burtin, je vous laisse conclure. Oui, écoutez, je vous remercie encore et je remercie tous ceux qui étaient présents. Et à bientôt. On se reverra peut-être à Hanouka. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. N'oubliez pas d'acheter le livre de Michel Beau et 10 commandements et bientôt la Kaina également. Voilà, merci. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonsoir, merci.